Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne droite, émission spéciale. Pour la suite de ce programme, chers auditeurs, nous allons parler encore une fois donc de Jean-Marie Le Pen à travers le panache politique qu'il incarnait. Un personnage, le genre dont on ne voit plus aujourd'hui dans la politique française. Pour faire le point sur tout ça, Jean-Yves Le Gallou est avec nous en studio. Vous êtes ancien député européen, président de Polémia, animateur d'Immédiat sur TV Liberté, cofondateur de l'Institut Iliade, auteur notamment de La Société de propagande, manuel de résistance au goulag mental, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Merci d'être avec nous. Pierre-Alexandre Bouclé également avec nous, qui est le président de Radio Courtoisie, s'il faut le préciser. Et puis Bruno Gollnisch, qui devrait nous rejoindre, ancien député français, puis député européen jusqu'en 2019, vice-président du Front National, directeur de la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2002, candidat à la présidence du Front National en 2011 face à Marine Le Pen. Merci donc à tous les trois d'être avec nous. On va commencer peut-être, Jean-Yves Le Gallou, par vous demander simplement votre réaction lorsque vous avez appris justement la mort de Jean-Marie Le Pen et lorsque vous avez pu constater qu'une fois de plus, la presse s'est empressée, c'est le cas de le dire, de se déchaîner justement contre ce personnage. Écoutez, la presse continue de me surprendre. Ah. Parce que, vous voyez, je suis bon public, parce que je pensais que malgré tout, d'abord il y a un minimum de décence quand un homme meurt, même si on ne partage pas ses opinions, même si on l'a combattu, on fait preuve d'un minimum de respect, de réserve. Et il y avait des choses importantes à dire, certaines ont été dites d'ailleurs sur Jean-Marie Le Pen, à savoir quant à son apport dans le débat des idées, quant au fait qu'il a porté au premier plan un sujet, ou deux sujets plus exactement, dont on sait aujourd'hui qu'ils sont les sujets les plus importants pour la France et pour l'Europe, à savoir l'immigration et l'islamisation. C'était ça qui aurait dû être le sujet central. Son apport à la prise de conscience de ces sujets. Eh bien non, on a tout fait passer au deuxième plan, derrière deux affaires médiatiques, une affaire médiatique peut-être malheureuse, à savoir l'affaire du détail, qui est devenue l'explication générale de la diabolisation du Front National et de Jean-Marie Le Pen, l'explication générale du cordon sanitaire entre le Rassemblement national et les autres, ce qui est un faux. Dire cela, c'est un faux historique, tout simplement parce que la diabolisation et le cordon sanitaire sont antérieurs à l'affaire dite du détail. Ça remonte à 1984-85, à janvier 1986, quand M. Chirac refuse toute alliance, tout accord avec le Front National de l'époque. Il met en place le cordon sanitaire, il le met en place parce qu'il y a déjà eu des campagnes de diabolisation, à l'époque d'ailleurs plutôt sur la participation de Jean-Marie Le Pen à la guerre d'Algérie. Donc, quand on dit le détail a tout bouleversé, c'est tout à fait faux. D'ailleurs, il y a une autre preuve. Il y a d'autres pays européens qui ont connu des hommes politiques qui ont posé la question de l'immigration. Et il y a notamment, on en parle beaucoup ces temps-ci avec ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, dans les cités où des jeunes filles de la classe ouvrière blanche étaient violés par des gangs pakistanais. Il y a eu un homme politique en Grande-Bretagne qui a posé la question de l'immigration, même avant même Jean-Marie Le Pen. C'est Enoch Powell en 1968. Enoch Powell, c'est un héros de la Seconde Guerre mondiale. C'est un homme qui n'a jamais été accusé du moindre soupçon d'antisémitisme, mais il a été diabolisé exactement comme Jean-Marie Le Pen. Donc quelle est la cause de la diabolisation ? Ce n'est pas tel ou tel propos plus ou moins heureux. C'est pas ça. La cause de la diabolisation, c'est que les médias et le système politique et les lobbies
les lobbies idéologiques, les lobbies économiques ont voulu interdire que la question de l'immigration soit posée. Et ce qu'on disait aux hommes politiques, attention, si vous parlez de l'immigration, vous serez diabolisés. Ce fut le cas de Enoch Powell, ce fut le cas de Jean-Marie Le Pen, c'est le cas aussi d'autres personnes dans d'autres pays, que ce soit l'Autriche, les Pays-Bas, l'Allemagne, que sais-je encore. Voilà. On va revenir là-dessus et puis ensuite plus précisément sur la figure de Jean-Marie Le Pen. Mais avant cela, Pierre-Alexandre Bouclé, le décès de Jean-Marie, est-ce que c'est pas déjà une nouvelle illustration du manque d'impartialité de la presse en général, et puis aussi la réaffirmation du rôle majeur des médias qui sont celui donc de la radio et donc nos confrères d'autres médias dits dissidents pour justement tenter d'équilibrer la mémoire aujourd'hui des personnalités politiques qui nous quittent. Oui, simplement, notre rôle, c'est de dire la vérité, je pense. Et moi, ce qui m'a choqué aussi, un peu comme Jean-Yves Le Gallou, on est toujours un peu puceau, j'ai l'impression. Moi, j'attendais un peu de dignité. Et j'avoue que j'ai été surpris par le manque assez criant de dignité de la part des médias. J'imaginais qu'il y aurait quand même un traitement à peu près honnête, et ça n'a pas été le cas. Pardon, vous vouliez me dire quelque chose? Non, je parlais à la régie. Merci de m'écouter. Non, je plaisante parce que je le fais aussi. Je m'inquiète de l'absence de Bruno Gollnisch qui doit nous rejoindre dans un instant. Mais je vous laisse conclure. Oui, donc je disais que j'attendais un peu de dignité de la part des médias, mais ce qui m'a le plus pas étonné ni heurté, c'était un étrange sentiment, c'est l'attitude des petits gauchistes, de tous ces petits minables qui sont allés manifester le soir à la République, place de la République à Paris, parce que, au fond, ces crétins ne se sont pas rendus compte de l'immense hommage qu'ils rendaient à Jean-Marie Le Pen. Déjà, quoi de mieux pour Jean-Marie Le Pen que de voir que ses ennemis étaient dans cet état, parce que lui seul peut remplir une place comme la place de la République à sa mort. Enfin, c'est hallucinant, on n'imagine pas ça à la mort de Jacques Chirac, à la mort d'Emmanuel Macron, enfin, ça n'arrivera pas. Il cristallisait tellement de combativité, et ces pauvres raclures, là, qu'ont-ils fait? Parce qu'ils n'ont pas fêté la mort d'un ennemi vaincu. Ce n'est pas, à la limite, ce n'est pas comme les sans-culottes qui abattent Louis XVI. Ce n'est pas comme une armée qui fête un ennemi, un grand général vaincu. Ce sont simplement de pauvres minables gauchistes qui fêtent la mort de celui qui, pendant 50 ans, les a fait courir comme des petits rouquins, comme celui de Mantes-la-Jolie. Non, mais c'est vrai, ils ne l'ont pas battu. Ils ont assisté pendant 50 ans, ou 30 ans, ou 20 ans, selon leur existence, à la croissance d'un géant politique, objectivement, qui a posé comme un prophète, un peu à mi-chemin entre Jonas et Enoch Powell, effectivement, les bases de la vie politique autour desquelles tout s'est mis à tourner. Ouais. C'est-à-dire que 40 ou 50 ans avant tout le monde, il a posé les bases parce qu'il avait le courage de le faire et la lucidité de le faire, enfin la lucidité puis le courage de le faire, quand tout le monde se pliait, quand tout le monde se couchait, ou quand tout le monde était aveugle. Il faut se souvenir de certains qui aujourd'hui combattent l'immigration, mais qui, il y a 30 ou 40 ans, traitaient Le Pen de fasciste et allaient manifester contre lui. C'est assez étonnant. Et bien lui, toujours tout seul, il a tout dit, avec le courage adéquat, et tous ces petits minables se contentaient de ronger leurs freins en disant Le Pen une balle, le FN une rafale. Tout comme là, hier, il disait Le Pen ont eu... Non, ils n'ont eu personne. Ils ont assisté, encore une fois, à la victoire politique écrasante de Jean-Marie Le Pen, parce qu'aujourd'hui, l'immigration, l'islamisation, il les a mis au centre du débat, mais ça a même débordé. Il a semé pendant 50 ans sans que ces petits rouquins ne puissent l'en empêcher. Aujourd'hui, la moisson a lieu, et la moisson, donc, elle est dans son jardin, elle est dans le jardin de la droite LR chez Ciotti, elle est même dans le jardin de Wauquiez ou de Retailleau ou de Bellamy, elle déborde dans le centre, et elle arrive même en herbe folle à l'extrême gauche, qui est obligée de composer, puisque maintenant, ces gens-là, eux, ont décidé de ne pas moissonner, mais de se laisser envahir, c'est le cas de le dire, et de se soumettre donc à l'islamisation et à l'immigration. Voilà, donc en fait, il a une victoire totale, et ces pauvres minables fêtaient simplement le fait qu'ils allaient arrêter de courir comme des rouquins.
Oui, puis effectivement, parmi ces militants, il y a beaucoup de militants très jeunes qui n'ont même pas connu véritablement le temps où Jean-Marie Le Pen faisait de la politique activement. Donc c'est même un signe que, avant même sa mort, sa mémoire a dépassé les générations. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez frappant. Et puis surtout, pardon, mais ça traduit vraiment quelque chose chez eux, parce que Le Pen était un grand vivant. C'est-à-dire, il aimait la vie, il aimait son peuple, il aimait la France, et eux, tout ce qu'ils fêtaient, c'était la mort de quelqu'un qu'ils n'aimaient pas. Ouais. Pas quelqu'un qu'ils avaient vaincu, juste quelqu'un qu'ils n'aimaient pas. Ça dit tellement de choses sur ces deux états d'esprit, c'est hallucinant. Oui, effectivement. On me dit que Bruno c'est dans la Gollnisch... culture de la gauche, oui. j'allais cracher sur les tombes. Hein. Effectivement. Merci de le rappeler, Jean-Yves Le Gallou. On me dit que Bruno Gollnisch est avec nous. Monsieur Gollnisch, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Et je vous salue ainsi que tout le plateau, où je distingue des amis et des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime. Bon, merci. On vous présente bien évidemment toutes nos condoléances, puisque vous étiez un proche de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous pourriez justement peut-être commencer par nous dire comment vous avez pris sa mort et pareil, une réaction lorsque vous avez vu le déchaînement dans la presse ? Alors, j'ai appris sa mort que j'attendais, je dirais malheureusement, bien sûr je ne la souhaitais pas, certes non, mais j'avais constaté en allant le voir à quel point il était affaibli et à quel point sa situation se dégradait. Même si jusqu'au dernier moment il a plaisanté avec moi, il a cité des vers de Victor Hugo après les massacres de Kew, etc. Enfin bon, mais je voyais bien que c'était une flamme qui vacillait et qui allait inéluctablement s'éteindre à brève échéance. Alors j'ai appris sa mort avant la publication du communiqué par sa fille Yann, qui m'a appelé personnellement, ce dont j'étais très touché. Et puis quelques minutes après, j'ai reçu également, et ça m'a touché aussi, un appel de Marion Maréchal. Très bien. Écoutez, merci de nous livrer ça. Vous nous dites que jusqu'au bout, il a plaisanté avec vous, il citait des vers. Pierre-Alexandre Bouclé parlait à l'instant de l'amour aussi qui caractérisait Jean-Marie Le Pen pour sa famille, pour la France, pour les Français. C'était quelqu'un finalement d'éminemment positif qui aimait la vie. C'est Martin Pelletier qui le disait. C'était un grand amant de la vie. C'est quelque chose auquel vous validez. Une vitalité, je ne dirais pas gauloise, mais celtique en lui, indiscutablement. Puis c'était aussi quelqu'un d'extrêmement cultivé. Nous avons connu, Jean-Yves Le Gallou et moi, qui avons été parlementaires, nous avons connu beaucoup de personnalités politiques, y compris les plus importantes, Premier ministre, Président de la République, etc. Moi, je dois dire qu'il n'y en avait pas beaucoup qui arrivaient au niveau, il y en avait quelques-uns, mais enfin, pas beaucoup qui arrivaient dans ce domaine au niveau de Jean-Marie Le Pen. Et puis, évidemment, c'était aussi un homme qui avait une expérience de la vie, des épreuves, des souffrances, qui était extraordinaire, même s'il disait plaisamment, il me disait l'expérience est un fanal qui n'éclaire que ceux qui n'en ont plus besoin. Autrement dit, l'expérience, elle éclaire ceux qui ont vécu, qui ont subi, qui l'ont acquise. Elle éclaire moins les jeunes générations qui doivent faire elles-mêmes leur propre expérience et n'ont pas toujours recours, il faut bien le dire, à l'expérience des anciens. Mais quand on pense, voilà, fils de marin-pêcheur, venant à 14 ans sur la grève reconnaître le cadavre de son père avec sa mère sur la plage, le cadavre de son père déjà défiguré, rongé par les crustacés, etc. Son père dont le bateau avait sauté sur une mine. Bon, et puis ensuite sa vie de lycéen chez les jésuites à Vannes et dans des circonstances où pratiquement il n'y avait pas de chauffage. Enfin bon, et circonstances quand même extrêmement
extrêmement difficile. Un moment pour payer ses études mineur de fonds, un moment marin-pêcheur, ensuite à la Corpo Droit, où son aura, son charisme le fait élire président, et puis son engagement pour l'Indochine, son élection dans le cadre du mouvement Poujade, qui fait de lui un des 2 plus jeunes députés et un des plus talentueux d'ailleurs de l'Assemblée nationale de la Chambre des députés, comme on disait à l'époque, sous la 4e République. Et après la traversée du désert, on oublie que Jean-Marie Le Pen, c'est pas seulement d'ailleurs un politique, parce que quand il a été battu après 62 dans la vague, dans la foulée gaulliste où les partisans de l'Algérie française ont été laminés, eh bien, il a bien fallu qu'il travaille, qu'il se mette à son compte, et il a créé cette entreprise, la CERT, qui éditait des documents historiques auxquels aujourd'hui encore les musées, des manifestations diverses ont recours. Le musée de la Résistance à Lyon, il est sonorisé avec des documents de la CERT, par exemple. Et puis évidemment, cette prodigieuse persévérance. Moi, j'ai fait partie du tout petit nombre, je n'en tire pas d'auréole particulière, j'étais étudiant au Japon en 1974, et on apprend le décès du président Pompidou et de nouvelles élections présidentielles. Certains membres de ma famille voulaient voter pour Jean Royer, qui était maire de Tours, qui était une personnalité tout à fait honorable. Mais moi, j'en tenais pour Jean-Marie Le Pen. Donc, à distance, l'éré du consulat, j'ai voté pour lui à cette époque, mais il a recueilli moins de 1% des suffrages. Oui, et il était encore là. Alors, n'importe qui aurait laissé tomber. Oui. Parce que vous retrouvez avec des frais considérables. Il n'y avait pas un centime à l'époque de financement de la vie politique. Hein. Vous vous retrouvez avec un score ridicule. Vous devez affronter en quelque sorte une situation, la dérision éventuellement des uns des autres, l'omerta médiatique totale. Oui. Il a persévéré jusqu'à faire de cette formation politique marginale la grande force politique qu'elle est aujourd'hui. Alors justement, Jean-Yves Le Gallou, vous avez vu le parcours de Jean-Marie Le Pen également, et vous avez assisté à ce changement de la politique. Aujourd'hui, avec la mort de Jean-Marie Le Pen, beaucoup ont la sensation que c'est la fin d'une époque aussi, la fin des grands orateurs. On parlait de tribun ce matin, et Martin Pelletier disait non, c'est pas seulement un tribun, ça on en a encore, c'était réellement un orateur qui a probablement été forgé justement par toute cette expérience que vient de nous rappeler Bruno Gollnisch. Est-ce que vous avez la sensation, vous aussi, de cette page qui se tourne et de la perte d'une espèce de fièvre politique française comme on en voit moins aujourd'hui? Je crois que la politique, c'est lié à l'histoire. Et un homme politique qui ne connaît pas l'histoire, il ne peut pas vraiment agir en profondeur. Or, effectivement, dans la génération de Jean-Marie Le Pen, il y avait encore des hommes politiques qui connaissaient l'histoire, qui s'intéressaient à l'histoire. En fait, il y en avait 2. Il y avait lui et François Mitterrand. Voilà. Et avant, le général de Gaulle. Les autres, ce sont des technocrates. On pourrait dire des technocrates qui gèrent l'économie, mais quand on voit les 3300 milliards de dettes, on se dit que même dans ce domaine-là, ils n'ont pas la profondeur. Jean-Marie Le Pen apportait la profondeur historique, et c'est pour ça, il y a un document qui sort en boucle aujourd'hui, qui est une intervention qu'il a fait à la télévision sur l'islam en 1989. Et pourquoi ce document télévisuel reparaît aujourd'hui? Parce qu'il apporte de la profondeur. Il parle de l'islam en inscrivant l'islam dans la profondeur historique et non pas dans les avatars immédiats. Ouais. Et ça, c'est ça qui manque aux dirigeants politiques actuels.
Est-ce que cette connaissance de l'histoire, c'est pas aussi ce qui manque aujourd'hui pour comprendre et replacer dans le contexte certaines même déclarations de Jean-Marie Le Pen, certaines postures politiques? Aujourd'hui, on a tendance à voir avec notre prisme et ce qu'on nous enseigne aujourd'hui, des choses qui, à l'époque, pouvaient être interprétées tout à fait différemment. Alors, il y a un autre aspect à prendre en compte, effectivement, si on parle de l'histoire, c'est que la manière dont on parlait de la Seconde Guerre mondiale, 10 ans, 20 ans ou 30 ans après sa fin, était beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une vision, tout le monde est persuadé que dès juin 40 ou dès juillet 40, ils auraient attaqué des chars allemands avec des canifs. Il y a eu assez peu de monde, qui l'ont fait. Il y avait d'ailleurs une plaisanterie qui était faite en 1944. On demandait aux gens combien il y a d'habitants en France. Il y a 80 millions d'habitants en France. Comment il y a 80 millions d'habitants en France ? Bah oui, il y a bien eu 40 millions de pétinistes et maintenant il y a 40 millions de gaullistes. Eh bien, on savait que l'histoire était complexe jusque dans les années 60, 70. Et aujourd'hui, on a une vision qui n'a plus qu'un rapport extrêmement lointain à la réalité. On vit dans la fiction historique assez largement. Pierre-Alexandre Bouclé, est-ce que Jean-Marie Le Pen ne s'est pas caractérisé justement, lui, par cette constance dans l'histoire? Aujourd'hui, on est habitué aux polémiques, on a des hommes politiques qui changent de camp selon le vent. On peut en citer beaucoup et on ne perdra pas de temps à ça. Mais Jean-Marie Le Pen, lui, il incarne aussi cette stabilité politique. C'est l'homme qui traverse le vent au-delà des polémiques, au-delà des attaques, au-delà des difficultés même personnelles et familiales, qui reste sur sa ligne. Oui, parce qu'il n'avait pas une carrière à faire, il avait une mission à accomplir. Encore une fois, quand je vous parlais de prophète, alors tribun, effectivement, orateur, oui. Alors déjà, la culture, il vous aurait certainement parlé de Démosthène et de ses petits cailloux dans la bouche pour apprendre à parler, ce que, à mon avis, peu de politiques aujourd'hui auraient le réflexe de faire. Lui, il l'aurait fait, j'en suis presque sûr. Et concernant le sens du vrai, et donc la constance dans les idées, eh bien, effectivement, encore une fois, beaucoup bâtissent des carrières et vont d'un parti à l'autre, naviguent, se déplacent au gré de leurs intérêts. Lui avait une mission. Encore une fois, quand je parlais de prophète, je le pense pour de vrai. C'est très rare un prophète. C'est peut-être une fois par siècle, un prophète en politique en tout cas. C'est-à-dire qu'il a vraiment annoncé ce qui allait advenir et qui menaçait notre pays, notre peuple. J'allais dire, pour parler comme un jeune, il a tué le jeu, quoi. C'est-à-dire que plus personne derrière lui ne peut être prophète puisque c'est lui qui a tout dit. Les autres ne peuvent que récupérer, moissonner, et c'est très bien de moissonner. Il faut aussi des moissonneurs, mais c'est ce qui le distingue de tous les autres, C'est-à-dire c'est lui qui a posé la base et qui a dit ce qui allait advenir. Alors évidemment, quand on est prophète, on ne se dit pas est-ce que c'est mon intérêt de changer de discours, puisqu'il est là sur Terre pour dire. Oui. Donc il l'a fait. Alors, est-ce que justement, il avait conscience peut-être de ce rôle de prophète? Est-ce qu'il s'est enfermé là-dedans? Certains expliquent qu'il ne voulait pas réellement le pouvoir. On en a parlé ce matin avec nos précédents invités. Est-ce que Jean-Marie Le Pen, vous le pensez, a réellement voulu, à un moment donné, accéder au pouvoir, ou bien est-ce qu'il s'est enfermé dans ce rôle prophétique? Alors, je crois que dire qu'il ne voulait pas le pouvoir n'est pas réaliste, en ce sens que le pouvoir, il était impossible de le prendre avec les idées qu'il avait, avec les idées qu'il défendait dans les années 90, 2000 et même 2010. La preuve d'ailleurs, c'est que ces idées-là ne sont accédées au pouvoir nulle part en Europe à ce moment-là. Elles commencent à accéder au pouvoir maintenant. Donc dire il ne voulait pas le pouvoir n'était pas accessible. Alors on peut néanmoins tenir un propos plus critique par rapport à ça. Je pense qu'il aurait dû davantage investir sur le pouvoir local et encourager davantage ceux dans ses troupes qui voulaient s'investir localement et les aider, et peut-être accorder plus d'importance au local qu'au national, ou
mais il le disait lui-même, je n'ai pas la fibre municipale. Voilà. Donc, par rapport à dire il ne voulait pas le pouvoir n'était pas accessible au plan national. Par contre, c'est vrai qu'au plan local, il y avait peut-être davantage de possibilités, qui ont été prises d'ailleurs dans un certain nombre de mairies. Voilà. Aujourd'hui, allez-y, Pierre-Alexandre, vous vouliez réagir? Non, c'est Bruno Gollnisch, je pense. Allez-y, Bruno Gollnisch. Pardon, excusez-moi. Je voudrais, comme j'interviens en distance, je ne voudrais pas couper la parole. Vous faites bien, allez-y. À tel ou tel. Oui, sur ce point-là, d'ailleurs, parce que il y a un certain nombre de choses qui sont évidemment extrêmement irritantes dans les commentaires, souvent ignorants ou malveillants, les deux qualités étant parfois assez bien répandues, y compris chez les personnalités les plus éminentes des médias. Il y a le fait, évidemment, qu'on réduise toute sa carrière, tout son enseignement, pourrait-on dire, et qui couvre ses discours admirables, ses interventions à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, tout ça couvre des milliers et des milliers de pages. Bon, il y a le fait qu'on réduise tout ça à 2 mots, peut-être malheureux, mais enfin, ce n'est pas le sujet. Mais c'était extrêmement réducteur, déplaisant et manichéen. Il y a le fait aussi que on prétend justement, ça c'est la légende, mais vous savez, quand quelque chose quand une imbécilité est proférée par le monde et par Libération, elle acquiert ensuite caractère de vérité révélée. Et c'est ce thème, il ne voulait pas du pouvoir. Bon, il en a parlé avec moi, ironiquement d'ailleurs, hein. Et il me disait, très justement, tu te rends compte, on prétend que je ne voulais pas le pouvoir. Comme si on me l'avait proposé sur une assiette, sur un plat doré, et que dédaigneusement, je l'ai refusé. Quand on voit l'atmosphère de guerre civile que ses adversaires ont fait régner en violant toutes les règles constitutionnelles, légales, réglementaires, dans l'entre-deux tours de l'élection de 2002, pour précisément l'empêcher d'accéder au pouvoir, tellement ils étaient dans la crainte à cet égard, violant encore une fois toutes les règles, bouleversant complètement le pays, s'insurgeant contre le résultat d'une élection parfaitement libre et démocratique au premier tour. Bon, dire que c'était Le Pen qui voulait pas le pouvoir, c'est grotesque. Oui, il y avait déjà cette diabolisation. C'est grotesque. On a tout fait on a utilisé tous les moyens, toutes les persécutions possibles et imaginables, judiciaires, fiscales, financières, médiatiques. Il y avait un dogme dans certains médias de ne jamais lui donner la parole, et quelques-uns encore s'en font gloire. Hein, oui. Tout récemment, j'entendais quelques-uns encore qui s'en faisaient gloire, justement, de lui avoir jamais donné la parole. C'est cette volonté, au contraire, qu'il avait, et il avait la volonté d'organiser méthodiquement cette formation politique de façon à faire grossir ses rangs, à étendre son influence. Et ça a fonctionné. Il voulait avoir un programme de gouvernement auquel Jean-Yves Le Gallou a largement participé. Ce programme de gouvernement, il était à chaque congrès réexaminé, complété, éventuellement en fonction des circonstances modifié, sans jamais rien changer. Il avait la volonté, bien sûr, d'accéder au pouvoir. Oui, on voit tout le travail que ça a nécessité. Bruno Gollnisch, je vous coupe parce que le temps file et j'ai encore une question, mais qui rejoint ce que vous étiez en train de dire. Vous nous parlez de toute cette diabolisation à laquelle il a dû faire face. Et donc, tout en y faisant face, aujourd'hui, la figure de Jean-Marie Le Pen, justement, on le disait, a dépassé les générations. Aujourd'hui, on a des militants de 15-16 ans qui étaient encore au berceau lorsque Jean-Marie Le Pen militait, qui se réfèrent à
à cette figure, qui s'inspire de ce qu'il disait. Jean-Yves Le Gallou, est-ce que c'est pas la preuve justement que la dédiabolisation à laquelle a essayé de pratiquer le Rassemblement national aujourd'hui a peut-être fait ses effets, mais désormais n'a plus besoin d'être pratiquée avec autant de vigueur? C'est pas la dédiabolisation qui a produit ses effets, ce sont les effets de ce que dénonçait le Front National et Jean-Marie Le Pen, à savoir l'immigration, l'insécurité, l'islamisation, qui ont produit leurs effets. D'ailleurs, si vous comparez la progression du Rassemblement national par rapport à sa tentative de dédiabolisation avec ce qui se passe dans d'autres pays européens, je pense à l'Allemagne ou je pense à l'Autriche, dont les partis politiques n'ont pas la même logique de dédiabolisation et qui progressent plus rapidement que le Rassemblement national dédiabolisé. Pierre-Alexandre Bouclé, quelques mots pour finir sur ce même thème de la dédiabolisation. Il nous reste 30 secondes. Oui, je pense que malheureusement, nul n'est prophète en son pays. Là, malheureusement, alors il a été écouté, mais pas assez. Et une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens commencent à voter, à comprendre, mais bien tard en tout cas, qu'il avait raison, c'est qu'ils se sont pris le réel dans la gueule. Je suis désolé de le dire un peu trivialement, mais ça c'est la vérité. Si on fait des cartographies sociologiques, on voit bien que le vote RN monte là où il y a beaucoup d'immigration, d'islamisation, et n'est pas encore assez fort là où ce sont des zones préservées. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et heureusement, pour finir sur une note positive, on a effectivement toute une jeunesse qui avance, qui se dresse, et eux, on peut les féliciter parce qu'ils ont bien du mérite également. Je sais que vendredi, par exemple, sur Radio Courtoisie, Stanislas Rigaud va consacrer une émission à 21h30 aux jeunes et Jean-Marie Le Pen. Et j'imagine que ce sera tout à fait intéressant à écouter. Voilà. Ce sera le propos de la chronique de Raphaël Aima dans un instant. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous, Jean-Yves Le Gallou, Pierre-Alexandre Bouclé et Bruno Gollnisch. On peut se réjouir également de savoir que c'est un combat qui, malgré les dissensions familiales, a malgré tout été repris par Marine Le Pen et donc par Marion, chacune à leur façon, mais en tout cas, elles ont à cœur, comme le disait Marion, de poursuivre le combat de leur père et de leur grand-père. Merci à tous les trois et puis à très bientôt.